Ce sont les Européens qui ont créé la science et c'est eux qui ont encore dérivé de la science à la technologie. C'est ce que se passe dans cet ouvrage. Mais la science et la technologie sont là. Elles se mondialisent. On les retrouve en Amérique. Les Américains développent la science et la technologie. On les retrouve en Russie. On les retrouve au Japon, en Chine. Mais en Afrique... Voilà, c'est là se trouve ma curiosité. Voilà, L'Afrique clouée au pilori. Nous disons que l'Afrique est clouée au pilori. C'est-à-dire que l'Afrique est le seul des 3 grands continents à être incapable de maîtriser la science et de la technologie et de les développer. La science et la technologie, surtout la science, est une propriété de l'humanité. Ce n'est pas une propriété d'une nation donnée. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez appliquer les résultats de la science et en dégager aussi des technologies. C'est ce que les Russes font. Les Russes ont dérivé la technologie d'astronautique, de la physique, mathématique, de la science de Newton. Mais les Anglais n'ont jamais arrêté les Russes qui ont dégagé la technologie d'astronautique de leur science, de payer. Non. Non, nous en Afrique, on n'arrive pas à faire. Nous avons démontré comment la science et la technologie se sont mondialisées, sont retrouvées au Japon, en Chine, mais en Afrique, non. Si cela ne se fait pas en Afrique, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'infrastructure politique qui devient un obstacle épistémologique pour l'Afrique. C'est ce qui est développé dans ce document. Alors que paradoxalement, c'est, comme vous l'avez dit plus haut, c'est cette science qui développe les nations. La science et la technologie qui développent les nations. Mais l'Afrique n'arrive pas à se servir de la science et de la technologie pour se développer. Est-ce à dire qu'il n'y a pas les Africains capables de le faire ou bien... Même s'il y a des Africains capables, il faut des moyens. Les moyens financiers. Donc, il faut ce que nous appelons des investissements, des capitaux épistémologiques, des capitaux qui puissent permettre d'enclencher, de déclencher le développement scientifique et technologique de l'Afrique. Ces capitaux manquent. Peut-être qu'il y a les capitaux, mais on ne les investit pas, les domaines scientifiques et technologiques. On les investit ailleurs. Voilà. Très bien. L'autre livre dont vous nous dotez, c'est la révolution de la physique néo-scientifique à partir de Max Planck. Non, c'est plutôt ceci. Ah, d'accord. Là, plutôt la physique relative, relativiste. La physique relativiste. C'est ça qui est le 3e. Ok. De Planck. D'accord. C'est bien ça que nous avons sous la main. La révolution de la physique néo-scientifique. Vous dites. Et puis, à partir de Max Planck, sans l'Afrique toujours. Sans toujours l'Afrique. L'Afrique rate également, absente à ce rendez-vous également. Là, qu'est-ce que vous nous dites, concrètement dans ce livre-là? Bon, voilà, je viens de dire tout de suite que lorsque je parle de la science, il s'agit de la science théorétique et technologisante. La science qui est à la recherche de la vérité, qu'elle veut saisir et exprimer, que nous appelons des vérités scientifiques. Voilà, Newton, en créant la physique, mathématique et la science, a énoncé des vérités scientifiques conçues pour faire des réalisations technologiques. C'est ça. Mais la technologie qui a dérivé de la science, c'est un accident. La technologie n'est pas l'objectif de la science. Le but poursuivi par la science. Le but que poursuit la science, c'est la vérité. La recherche de la vérité. Est-ce que Newton a exprimé toutes ces vérités scientifiques-là? Est-ce que les vérités de Newton sont des vérités absolument scientifiques? Ça, c'est une question. Voilà. Donc, la science continue son bonhomme de chemin et à un moment donné, on se rend compte que les vérités enseignées par Newton ne sont pas des vérités à suivre absolument. Newton nous dit que la lumière est constituée de corpuscules.
la théorie corpusculaire de la lumière. Mais d'autres physiciens surgissent et trouvent que non. La lumière, ce n'est pas des corpuscules, c'est plutôt des ondes. Voilà. Alors. Comment la physique a évolué pour arriver à cette théorie scientifique, cette nouvelle théorie, c'est de ça que s'occupe ce document-là. Donc ce document parle essentiellement de l'évolution de la science par rapport à son statut de théorétique, recherche de la vérité. Et quand les nouveaux physiciens comme Fresnel, oui, Maxwell, oui. Hertz sont arrivés à créer la théorie ondulatoire scientifique de la lumière, on en fait des applications. Newton a dit c'est vérité. On découvre d'autres vérités que la lumière est constituée d'ondes. Et on fait aussi des applications avec... Et la preuve... Voilà, nous sommes ici, tout ça là... C'est cette technologie, les ondes. Hein? Donc, la radiodiffusion, la télévision, tout ça, c'est des applications... Même les téléphones portables, voilà. Donc, maintenant, on en fait des réalisations technologiques, mais ce n'est pas la préoccupation dernière du physicien ou du savant. On continue toujours. Un jeune physicien, un autre est arrivé et dit que non, la lumière n'est pas seulement constituée de petits corps ou d'ondes. Il faut les deux à la fois. Donc la lumière que nous voyons là, nous ne voyons pas les grains, nous ne voyons pas les ondes, mais ce sont des spéculations théoriques scientifiques. C'est ce qu'ils disent. Et le jeune physicien français Fresnel, ce n'est pas lui c'est Einstein, c'est Louis de Broglie. Voilà. Louis de Broglie. Il y a ça ici bien développé. Louis de Broglie a construit une autre théorie physique scientifique, disons néo-scientifique, qui dit que la lumière est corpuscule et onde. C'est ce qu'on appelle la théorie d'association onde-corpuscule. Finalement, nous avons trois vérités maintenant. Oui. Laquelle suivre alors? Voilà. Einstein et Newton dit que la lumière est corpuscule. Et Maxwell et Hertz ont démontré que la lumière est onde. Louis de Broglie surgit et montre que la lumière est à la fois et onde. Voilà. Laquelle des trois dit la vérité? C'est à partir de là que surgit le jeune physicien allemand Albert Einstein. Heisenberg. Einstein n'est pas encore. D'accord. Heisenberg. Mais sur le livre, je vois la physique relativiste d'Einstein. aussi va venir. Ah, ok. Heisenberg démontre avec sa théorie de l'incertitude que les vérités scientifiques que nous livre la physique sont des vérités incertaines. Donc les vérités desquelles on ne doit pas être sûr en valeur absolue. Malgré leur degré d'application. Hein? Voilà, et il a démontré ça avec sa physique scientifique. C'est scientifiquement démontré. Il ne fait pas des affirmations gratuites. Avec sa théorie de l'incertitude, il a démontré ça. Bien, ça c'est un aspect de la vérité enseigné par Newton. Newton a enseigné, c'est exposé dans cet ouvrage, que les phénomènes physiques se déroulent dans l'espace et le temps absolu. Et que la masse des corps qui sont en mouvement dans l'espace et le temps est aussi absolue. D'autres physiciens surgissent et démontrent que non, que l'espace et le temps ne sont pas absolus. La masse aussi n'est pas absolue. Ils sont plutôt relatifs. C'est ça qui nous mène au quatrième document. Bon, dans ceci, il n'y a pas l'Afrique parce que toute cette évolution de la physique à l'époque contemporaine, l'Afrique est à l'écart. Les physiciens africains ne participent pas. Nous avons les Asiatiques. Les Asiatiques ont sauté dans la danse et ils raclent des prix Nobel de physique comme l'Indien Raman, comme le Japonais Yukawa. Ce sont des gens qui ont construit des théories physiques puissantes pour démontrer la présence de l'homme jaune dans l'évolution de la science aujourd'hui. Mais l'homme noir
ne fait rien. C'est pourquoi j'ai mis sans l'Afrique. Le chapitre 8 est complètement consacré à ce travail, à démontrer comment l'Afrique ne participe pas à la révolution, à l'évolution de la science contemporaine. Voilà. Ce qui nous fait passer maintenant à ce troisième, sinon quatrième livre, intitulé La physique relativiste de Albert Einstein, par son épistémologie, une autopsie de la physique de la relativité de Einstein par son épistémologue, la mettant entièrement à nu, vous dites. Voilà, ce document, je lui ai accordé un intérêt épistémologique précis, parce que avec ce document, j'ai fait une autopsie, c'est-à-dire j'ai disséqué la physique de la relativité d'Einstein pour montrer ses dessous philosophiques. Quand on parle de physique relativiste d'Einstein, il y a la philosophie dedans. Le physicien va croire que c'est une pure création du physicien. Non, il y a le philosophique dedans. Il y a des éléments philosophiques qui sous-tendent la physique relativiste. J'ai décortiqué tout ça. Il y a les éléments mathématiques. S'il n'y a pas les mathématiques, Einstein ne peut pas créer sa théorie de la relativité générale. Il ne peut pas créer. Il s'est fait aider par les mathématiciens. Et maintenant, les physiciens, Einstein s'est appuyé sur Newton. Il s'est appuyé sur de nouveaux physiciens comme Lorentz. Lorentz a créé une théorie électronique de la matière dans laquelle il démontre que lorsque les corpuscules sont en mouvement, leur masse varie. Leur masse varie. Le temps dans lequel ils se déplacent, le temps se dilate. Et l'espace se contracte. Donc, c'est relatif. Donc, il a déjà donné un coup de botte aux enseignements de Newton, portant sur la relativité de l'espace et du temps. Maintenant, Einstein s'est appuyé sur les travaux de Lorentz pour créer une physique qui est le paroxysme de la physique contemporaine et qui est le contre-pied de la physique newtonienne. Donc la physique relativiste et la physique newtonienne sont deux physiques diamétralement opposées. Ce que Newton enseigne, ce n'est pas ce que Einstein enseigne. Voilà. Donc, pour bien comprendre ce document, vous devez bien comprendre ce document-là. Donc, c'est des documents qui s'insèrent dans un système philosophico-scientifique. La compréhension de l'autre renvoie à la compréhension de l'autre. C'est pourquoi j'ai fait le petit document là depuis 2020, mais j'ai refusé de lancer. J'ai fait ça là, les deux là, en 2022-2023, mais j'ai refusé de lancer. J'ai fini de faire les deux derniers, parce que c'est un système pour les comprendre. Pour respecter une certaine cohérence. Hein?